Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour lancer la semaine ensemble. Installez-vous bien, on est parti pour, je sais pas si quasiment une heure, mais au moins un bon petit moment pour relancer notre série de preview. Et aujourd'hui on parle du Bayern 2024-2025, le Bayern de Vincent compagnie. On a fait le Barça de Flick l'autre jour, on repart très fort cette semaine. Et comme j'ai dit, 10-15 previews comme ça de gros clubs avant la fin du mercato. Mais du coup, l'OM de De Zerbi, ça arrive bientôt. La Juve de Mota, fascinante aussi. Le Liverpool de Slot, qui fait une pré-saison très intéressante. Avant ça, c'est oui, le Bayern de Vincent compagnie. Et alors, on va faire la revue d'effectifs. Il y a beaucoup de travail ici. On va parler de l'équipe première, mais aussi des jeunes qui poussent. Cette jeunesse bavaroise très intéressante. Quelques petits noms ici, ouais, ça va être pas mal. On va parler masse salariale, qui est en explosion complète depuis quelques années. La disséquer joueur par joueur. Et ouais, juste essayer de présenter le plus de détails possible pour avoir une preview de pré-saison à quoi ressemble cet immense club. Un des plus grands clubs, je veux dire même pas de foot, de sport de la planète. Une institution totale avec une culture si robuste. Le Barça se dit Meskeun Club, et ils ont raison de le dire je pense. Le Bayern pour moi pourrait aussi prétendre à cette devise. L'officiel, c'est Mia San Mia. Et c'est le credo qu'on adopte aujourd'hui de ce club fascinant que, je vais être honnête, je suis loin de maîtriser. Si vous êtes supporter, vous connaissez forcément votre Bayern beaucoup mieux que moi. J'essaie juste de faire le maximum avec mes petits moyens, en cherchant le plus d'informations pertinentes possible. Et j'ai été aussi aidé un peu par mon ami de Média Bayern France, on a discuté ensemble. Si je dis des bêtises dans cette vidéo, c'est pas du tout de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, c'est la mienne. C'est que j'ai extrapolé 2-3 trucs qu'il m'a dit, c'est que j'ai essayé d'aller plus loin aussi. Mais ouais, je crois que je pars sur une base un peu solide grâce à lui. Donc voilà ce que je vous dirais pour lancer cette vidéo. On commence comme d'habitude. On fait le petit état des lieux. D'où part ce Bayern? Eh bah, saison 2023-2024, c'est simple, c'est la pire saison de l'histoire du club depuis un bon moment. C'est la première saison blanche depuis 12 ans, si je me souviens bien, depuis 2012, la finale de Champions justement à l'Allianz Arena contre Chelsea. Et ouais, elle a été marquée par tellement de moments un peu humiliants. Déjà, ça avait commencé par la défaite en Supercoupe 3-0 contre Leipzig, une claque, et reçue à la maison, à l'Allianz Arena. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Une élimination en janvier en Pokal contre Saarbrück, un club qui était 15e de D3 allemande au moment où ils sortent le Bayern. Et puis, à l'image de cette phase retour là où ils perdent 3-0 contre Leverkusen, ils ont juste été dominés de la tête et des épaules par les hommes de Xabi Alonso. Le Bayern perd donc le titre de champion pour la première fois depuis 12 ans. Ils étaient sur 11 titres consécutifs remportés. Et en plus, au-delà du fait de perdre le titre, ça arrive, je trouve qu'il y a vraiment des moments de grosses déceptions et des pics, des creux. Cette claque reçue contre Francfort 5-1. J'ai le Leverkusen, comme on a dit, 3-0, mais des défaites inattendues contre Bochum, contre Heidenheim, en prenant 3 à chaque fois. Aussi, le premier classiqueur perdu contre Dortmund à l'Allianz Arena, le premier classiqueur perdu à l'Allianz Arena depuis 10 ans, je crois, depuis 2014. Beaucoup de moments de grande déception pour ce Bayern. Le rayon de lumière, ça a été la Champions, où ils voient en demi-finale, ils sont à rien d'aller en finale. Mais même ça, forcément, c'est amer du coup, parce que t'es à quelques minutes et une bourde de Manuel Neuer, qui en plus faisait un gros match jusqu'alors, de passer. Il y a aussi la polémique autour du but refusé à Matthijs de Ligt à la toute fin, l'arbitre qui siffle trop tôt la fin du match. Mais bon, tout ça, ça change rien. Ça change rien au fait que la déception est énorme, que c'est la première saison blanche du Bayern depuis 12 ans, comme on a dit. Et Thomas Tuchel, donc, a décidé de ne pas rester. Apparemment, à la fin, c'était plus le Bayern qui voulait le garder, même s'il y avait eu un truc en février, en mode, bon, ils vont se séparer. La bonne campagne en Champions a laissé entretenu un petit doute. Mais non, selon pas mal d'infos, c'est lui qui a décidé de ne pas prolonger. Et donc, fin mai, on a eu la nomination, assez surprise, il faut le dire, de Vincent compagnie. Alors, on va parler un petit peu de l'ami VK, qui arrive, et c'est une sacrée surprise de le voir à la tête du Bayern. Il a été nommé fin mai avec un contrat jusqu'en 2027 pour un coach qui, jusqu'alors, son parcours, c'était quoi? C'était 3 ans à Anderlecht, dont une année en tant qu'entraîneur-joueur, et c'était 2 saisons à Burnley. La première saison qui est une énorme réussite, faut le dire, il n'y a rien à redire là-dessus. À Burnley, il marque 101 points, finit premier de Championship pour se qualifier pour accéder à la PL la saison d'après, mais non seulement ça, la meilleure défense de Championship,
la meilleure attaque. 87 buts marqués par Burnley pour un club qui sortait de 10 ans de Sean Dyche. C'est pas forcément ce qui était attendu, donc il a totalement transformé l'identité de ce petit club. La saison d'après, bon, en Première Ligue, c'est un peu moins une réussite. Burnley finit 19e, relégué, rétrogradé immédiatement avec seulement 5 petites victoires dans le lot. Donc voilà, un peu surprenant de voir un gars qui entraîne un club qui finit 19e de PL être nominé sur le banc du Bayern la saison d'après. C'est un peu chelou, mais il y a plusieurs raisons à ça. Je dirais la première, c'est que Kompany, c'est pas n'importe quel jeune entraîneur, c'est un gars qui a une excellente image, notamment tirée de sa carrière de joueur, faut le dire. Quasiment 100 caps avec la Belgique, est titulaire dans un dernier carré de Coupe du Monde en 2018, et surtout 11 années passées à City, 4 premières ligues remportées, 3 saisons en étant le capitaine de Pep. Et je pense qu'il a montré à Burnley, on l'a vu dès le début, qu'il était bien un disciple de Guardiola. Ce qui, je crois, est quelque chose qui est assez attirant en Bavière. Un Bayern qui a vécu une très belle période sur le plan du jeu, au moins sous Guardiola. Il y a forcément des détracteurs parce qu'il n'y a pas eu de Champions League remportée, et il est venu un petit peu pour ça. Après le Barça, forcément, tu prends Guardiola, c'est pas pour remporter la Bundes. Mais je pense que cette période bavaroise de Pep, elle est un peu sous-cotée au regard du grand public à cause de ça. La réalité, et c'est quelque chose que je peux dire avec pas mal de conviction pour avoir lu plusieurs livres sur le sujet, en Bavière, Guardiola a laissé un très bon souvenir. Il recevait des lettres d'admirateurs après son départ. C'était vraiment quelque chose d'important, je pense, à Munich. Et le fait d'avoir donc un petit jeune entraîneur à potentiel qui a un lien avec Pep, et ça s'est vu dans ses idées de jeu, je crois que cette perspective, elle est assez attractive pour le Bayern, et elle joue dans la nomination de Kompany. Aussi, il faut dire, la deuxième saison à Burnley n'a pas trop entamé son crédit, parce que voilà, c'est Burnley, l'effectif n'était pas débordait pas de talent non plus, donc on peut dire ça pour un premier argument. Le deuxième, apparemment, The Athletic a fait quelques investigations sur le sujet. Apparemment, le Bayern l'avait dans le viseur depuis un moment. Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est réel? C'est vrai que Cirkzee, par exemple, qui est formé au Bayern, avait été prêté à Anderlecht à l'époque où Kompany en était l'entraîneur. Donc il y avait déjà au moins des contacts de ce moment-là. Et aussi, je dirais, une autre chose, c'est que Kompany parle allemand. C'est un véritable polyglotte. Déjà, je trouve que c'est un cerveau absolu. Ça, c'est un autre truc que j'ai depuis un moment. À chaque fois que j'ai vu des interviews de Kompany, je trouve que c'est une des personnes les plus intelligentes de la planète foot. Et ouais, il parle allemand. À Munich, c'est important. Mais aussi flamand, français, lui le belge, et anglais. Le français, ça peut être pas mal. Quand t'as dans ton effectif Upamecano, Coman, Matistel, auquel je l'ai beaucoup vu parler, et Rafael Guerreiro, qui est francophone aussi, Sacha Boey, peut-être un Désiré Doué s'il arrive. Je pense que ça, c'était un avantage aussi pour Kompany. Enfin, la quatrième raison, peut-être la plus importante, il n'était pas le plan A. On a entendu parler de... Déjà, le Bayern voulait garder Thomas Tuchel. Ensuite, Xabi Alonso. On a entendu parler de Julian Nagelsmann, même avant l'Euro, de Ralf Rangnick. Donc au mieux, Kompany était le plan D, la quatrième option. Moi, c'est un choix que personnellement j'aime bien. C'est un choix que je trouve osé, intéressant. Mais voilà, on va pas se mentir, il a aussi été fait dans la contrainte par le président Herbert Hainer, par le directeur sportif Christoph Freund et le DG Max Eberl. Voilà, c'est pour replacer un petit peu le contexte. D'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant parce que l'organigramme du Bayern a pas mal changé au fur et à mesure des années, donc j'avais pas tous les noms en tête ce matin. Il est complet hein, sur Transfermarkt, il y a beaucoup de personnes. Et une que j'avais pas du tout en tête, c'est René Maric. J'avais pas vu qu'il avait été nommé entraîneur adjoint de Kompany. Bien sûr, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, l'ami René Maric, ça vous dit quelque chose. J'en avais fait une vidéo, c'était je crois en 2018, comment un blogueur est devenu coach, le gars qui avait monté le site Spielverlagerung. Et à l'époque, donc, il était l'adjoint de Marco Rose à Salzbourg. C'était une histoire assez formidable. Derrière, il a suivi Rose à Gladbach, à Dortmund. Il a fait 6 mois à Leeds sous Jesse Marsch. Mais j'avais totalement raté le fait que, il a été là sur la dernière année dans le staff du Bayern, entraîneur de jeunes. Il était même l'entraîneur principal des U19 à partir de février dernier. Et maintenant, donc, il devient l'assistant
de Kompany. En plus, j'ai vu que sur les photos qu'ils ont pris là quand Kompany est arrivé, il est plutôt en bonne position, René, là, juste derrière Vince. Donc ouais, sa trajectoire continue d'être étincelante. Et bon, ça c'est un petit truc qui m'intéressait en checkant le staff du Bayern. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que notamment, la proximité Kompany-Maric, moi ça me parle, mais aussi je pense que quand on voit le rôle qu'a eu Maric récemment, à la tête du Bayern U19, ça nous met aussi un petit peu sur la piste, on va en parler avec cet effectif, ça nous met un peu sur la piste de la clé de compréhension de la nomination aussi de Kompany, je pense, la jeunesse bavaroise qui pousse avec beaucoup de jeunes pépites intéressantes, un peu comme ce qu'on disait sur le Barça l'autre jour. Ouais, avoir un René Maric qui est aussi proche de Kompany, ça nous indique que je pense que ce Bayern va pas mal miser sur ce qui se passe de très bon à Sabner Strasse. Donc ça c'est ce qu'on va voir aussi sur les prochaines minutes. L'effectif justement. On peut commencer je pense par la première chose, à chaque fois qu'on check un petit peu l'effectif, la masse salariale. L'évolution de cette masse salariale, qui sur la dernière année était là cumulée à 274 millions d'euros. Apparemment pour 2024-2025 c'est même quasiment 300. 297 millions, c'est quasiment le triple de ce qui était payé par exemple en 2014-2015, il y a 10 ans. 116, 117 millions. Bien sûr, le foot a changé, le football il a changé, et les salaires sont plus élevés, je sais pas, même l'inflation en général, mais quand même, pas de cette nature-là, pas quasiment tripler ta masse salariale. Il y a eu des choix qui ont été faits par l'ami Brazzo, Salihamidzic, la direction précédente, Kahn, qui sont assez discutables dans la composition de cette masse salariale, et il y a un truc qui est très fort. 4 des 5 salaires les plus élevés du club sont 4 joueurs qui sont en fin de contrat dans un an. Il y a une grosse réflexion aujourd'hui au Bayern sur qu'est-ce que tu prolonges, qu'est-ce que tu réussis à vendre dès maintenant. Les fins de contrat 2025 pour Manuel Neuer qui a 35 ans, qui aura 35 ans qui a 38 ans, et Thomas Müller qui aura 35 ans en septembre. Les deux la fin de contrat 2025 qui sont payés respectivement 21 et 20,5 millions d'euros. À la rigueur, ça, de toute manière, tu ne vas pas en tirer d'indemnité, tu ne vas pas les vendre. Donc peut-être juste laisser leur contrat s'écouler et dire au revoir à la fin de saison. Ou alors s'ils font une très bonne saison, pourquoi pas prolonger encore un an, mais année par année, comme ça se fait assez classiquement. À la rigueur, ça m'inquiète pas tant que ça. C'est plus les perspectives de voir un Kimmich 2025 partir libre l'été prochain, ce qui serait une énorme perte économique. Mais en même temps, si c'est une prolongation là, alors qu'il est déjà sur des bases énormes, je crois qu'un gros enjeu, voilà, tout ça pour dire un gros enjeu au Bayern, c'est prolonger Kimmich, mais à un prix plus bas, un salaire plus réduit. Leroy Sané aussi, payé 20 millions par an, fin de contrat 2025, avec son historique de blessure. Là, il est blessé en ce moment, il ne fait pas la pré-saison. C'est une épine dans le pied de la direction bavaroise. Et on peut ajouter, bien sûr, Alphonso Davies, qui est ici, qui est moins payé, 11,25 millions annuels, mais fin de contrat 2025, et lui, c'est une des meilleures valeurs marchandes du club. Il a refusé une prolongation à 14, il est à 11, il a refusé une prolongation à 14, bon, parce qu'apparemment, il y aurait un accord avec le Real pour partir libre dans un an, ce qui est aussi un souci de la gestion actuelle du Bayern, celle que se récupère l'état-major actuel. Donc voilà, ça c'est quand on check un petit peu les salaires, c'est ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut voir qu'un Michael Olise par exemple qui vient d'être pris et pas si haut que ça entre guillemets, 13,5. On a qui d'autre, Paligna qui est à 10 là, parce qu'il est un peu plus âgé aussi. Et Mathys Tel à 5, la force de la jeunesse. Jamal Musiala qui est encore qu'à 5, mais son contrat expire dans 2 ans, ça va forcément vite devenir un sujet si ça l'est pas encore. Voilà un petit peu pour les salaires individuels. Passons à l'effectif. État des lieux complet de l'effectif, on peut commencer par les gardiens. On a donc, j'ai mis leur âge à chaque fois, Neuer 38 ans. Jusqu'à quand, entre guillemets, pour moi c'est pas un souci, c'est pas urgent. On reste un petit peu sur l'image, en tout cas personnellement, de sa bourde contre Rosselló, qui permet au Real de se qualifier, qui élimine le Bayern à la fin alors qu'il faisait un gros match. Mais je pense que ça doit pas masquer une saison elle n'était pas catastrophique, elle était un petit peu entre les deux. En Ligue des Champions, ses stats avancées sont bonnes. Il a rapporté pas mal de buts au Bayern, donc faut pas rester juste sur cette image. En Bundesliga, c'était pas excellent, mais il a fait plutôt un bon Euro. Voilà, c'est un mix, je dirais à 38 ans, Neuer reste encore une bonne option. C'est plus un gardien top 5 mondial,
mais je pense pas que ce soit une priorité absolue pour le Bayern. Je pense, comme on a dit, tu peux laisser son contrat expirer, faire une dernière année, peut-être reconquérir le titre en Bouli. Tout le monde se quitte, bon ami, Neuer à 39 ans. Voire l'étendre s'il sort une top saison. Mais voilà ce que je dirais pour la situation du gardien. Derrière, on a l'Israélien Peretz, on a Sven Ulreich qui a 36 ans. Ça me semble pas être des options très intéressantes pour ce Bayern. Ils sont ici. Daniel Peretz là, qui est blessé en plus en ce moment, qui est évalué à 3 millions sur Transfermarkt. Et Sven Ulreich, 700 000, 36 ans aussi. Donc pour la suite, le Bayern, c'est soit recruter un très gros nom, un jour recruter un Mamardashvili ou un gars qui sort d'une énorme saison, qui est un futur crack au poste de gardien, ou alors compter sur des petits jeunes que je connais pas, mais que j'ai vu dans la 2. C'est Max Schmidt, 18 ans, et Anthony Pavlecic, qui me semble est un binational australien. Si on peut retrouver leur profil ici. Voilà, c'est Max Schmidt, apparemment le gardien le mieux coté de la réserve du Bayern, à 18 ans, évalué à 500K, et Anthony Pavlecic qui vient d'être promu, voilà, 18 ans aussi, c'est la même génération, 2006, australien, croate. Peut-être que ça c'est le futur du Bayern au poste de gardien, la réalité c'est que j'en sais rien. Les défenseurs centraux, alors beaucoup d'options, pas beaucoup de certitudes, chantier très intéressant je trouve à élucider pour un entraîneur qui est un ex-grand central. On a Upamecano, bien sûr, 25 ans, sur le papier, a le potentiel pour être le meilleur défenseur du Bayern peut-être. Dans la réalité, énormément d'inconstance. La saison dernière, ça a été un petit peu le paroxysme de ça. Je crois que sa courbe de valorisation à Dayot Upamecano, Dayot le montre bien. Il est ici. Il y a eu un premier creux. Il était bien reparti en 2022-2023, 2023-2024, surtout cette seconde partie de saison, avec le double carton rouge, celui qui prend contre la Lazio, le penalty qu'il concède, Ciro Immobile, etc. sur ce 8ème de finale. Ça a fait un peu mal. Après, il a fait un bon Euro, avec Compagnie qui apparemment l'apprécie beaucoup. C'est, je trouve, quelque chose de... Ouais, c'est un vrai sujet pour ce Bayern 2024-2025. Si tu réussis à retrouver un très bon Dayot et que tu solidifies ta première option de défenseur central, ce serait une très bonne nouvelle pour eux. Mais à voir ce que ça va donner. Le deuxième, peut-être, c'est Kim Min-jae qui a été acheté quand même l'été dernier 50 millions. Pas très convaincante sa première saison. L'image pour moi de Kim en 2024, je vais pas mentir, c'est celle-là contre le Real Madrid, où il se fait manger par Vinicius, fait la grosse faute sur Rodrigo pour le penalty aussi. C'était compliqué, le 2023-2024 de Kim Min-jae. Et apparemment, il fait une bonne pré-saison, donc ça c'est bien. Je pense qu'il n'y a aucune place de titulaire garantie sur ce gros chantier de la défense centrale. Donc toutes les places sont à prendre. Et apparemment, Compagnie l'aime bien aussi. Donc à suivre. Je ne pense pas qu'il sera vendu. À suivre, Upamecano, Kim. Derrière, il y a Matthijs de Ligt qui a fini la saison titulaire. Aux côtés d'Eric Dyer. Apparemment, Compagnie n'est pas très fan de Ligt, de ce qu'on entend. Aussi, je pense que c'est une des bonnes valeurs marchandes que le Bayern a sous la main. On entend des rumeurs du côté de Manchester United notamment. Il y a des chances que De Ligt soit vendu. Si je devais parier là, absolument, je dis il y a plus de chances qu'il soit vendu que qu'il reste, de ce que j'ai lu. Et d'ailleurs, il a fini la saison titulaire, mais pour moi, c'est pas très bon quand même. C'est pas à la hauteur du Bayern. Il peut dépanner, mais ça doit pas être mieux que ton 4ème central. Encore moins, je pense, avec le style que veut mettre en place Compagnie. Donc c'est pour ça que Upamecano et Kim, pour moi, longueur d'avance, surtout si De Ligt est vendu. Et derrière, on a Hiroki Ito, qui malheureusement avait été acheté là il y a quelques semaines. A été acheté 30 millions à Stuttgart où il avait fait une très belle saison aux côtés de Valdemar Anton. En plus, il est polyvalent, il peut jouer aussi défenseur gauche. Un gaucher, un défenseur central gaucher, c'est toujours bon à prendre. En plus, qui peut dépanner, qui a joué à peu près la moitié des matchs de Bundesliga saison dernière à gauche. On voit comme il a explosé sur ces 3 dernières années à Stuttgart. Malheureusement, dès son premier match de préparation, au bout de 18 minutes, je crois, fracture du métatarse. Il avait été acheté 23,5, autour de 30, je crois, peut-être avec les bonus. Donc, tout de suite, la première acquisition du Bayern, une des 2 premières acquisitions, on va parler d'une autre, qui se retrouve indisponible. Et je ne sais pas jusqu'à quand ce sera, mais ça c'est une blessure qui fait mal. Ça c'est une blessure qui peut durer un moment. Pas toujours facile de s'en remettre aussi. Donc je trouve un vrai coup dur pour le Bayern, parce qu'il aurait été extrêmement utile. Pas forcément en tant que 2ème central tout de suite, mais comme il y a des places à prendre, peut-être. C'est pour ça, je pense que le Bayern cherche encore à recruter. On entend beaucoup parler d'un Jonathan Tah,
perso, je dois dire, c'est pas l'option qui me convainc le plus. Dans le système de Leverkusen, c'est un système à 3 derrière déjà. Et de ce qu'on a vu du Bayern de compagnie sur le premier match de préparation, là, l'autre jour, à Séoul, contre Tottenham, il est reparti sur le 4-2-3-1. Donc, pas hyper emballé par l'idée de Jonathan Tah, qui en plus, je trouve, n'a pas fait un excellent Euro. Parfois, il y a des joueurs comme ça qui performent super bien dans des contextes de jeu qui leur conviennent parfaitement, dans un collectif bien rodé. Je trouve le jump Leverkusen, où ça marche tellement bien, à là ce Bayern, où il n'y a pas de certitude vraiment sur le secteur défensif. Je suis pas convaincu par Jonathan Tah, donc c'est pas forcément ce que je ferais. Et sinon, on a quoi? On a Boukman, qui est très très jeune, qui est, il me semble, un petit peu blessé aussi, et qui a signé pro l'année dernière. Il est ici, ouais, il a une petite blessure. Manque de rythme, il a signé pro l'année dernière, et a pas joué la moins de minutes pour l'instant en pro avec le Bayern. À 19 ans, on pourrait considérer que c'est un prospect, c'est peut-être déjà un petit peu tard, mais la réalité c'est que je le connais pas. Donc bon, à voir ce que ça va donner au poste de défenseur central, où on a aussi Stanisic qui peut dépanner, qui peut jouer latéral droit, qui revient, et ça c'est une bonne nouvelle pour le Bayern. L'avoir prêté à Leverkusen la saison dernière, ça ressemblait à une mauvaise idée au fur et à mesure de la saison. Donc il revient, il peut jouer central, comme il a joué contre Tottenham titulaire l'autre jour. Il peut jouer défenseur droit, c'est une bonne piste, c'est une bonne possibilité. Mais je pense qu'il y a peut-être encore une recrue à faire, surtout malheureusement avec la blessure de Ito. Voilà un petit peu le secteur défensif axial du Bayern. Sur les côtés, comme on a dit, à gauche, Alphonso Davies, qui du coup à 23 ans va sûrement rester pour partir libre l'été prochain. Bah, c'est dommage économiquement. Sur le papier, s'il peut éviter les blessures, c'est plutôt une bonne nouvelle sportivement de l'avoir encore un an. Rafael Guerreiro derrière, c'est correct, mais je pense que ça peut pas être beaucoup mieux qu'une option B. Donc t'es content que ce soit ton deuxième. En tant que deuxième latéral, c'est pas mal, je trouve. En tant que premier, c'est pas suffisant pour moi, pour la qualité du Bayern. Donc Davies Guerreiro, je trouve le côté gauche, ça va, surtout avec Ito, qui peut dépanner aussi. Et à droite, on connaît les usual suspects, Kimmich, Mazraoui, Sacha Boey, qui est arrivé mercato hivernal dernier, qui n'a pas vraiment convaincu, il faut le dire. Mais en même temps, contexte d'intégration tellement difficile. Et on verra parce que Compagnie l'aime bien. On verra ce que ça peut donner avec une pré-saison complète dans les jambes, connaître un petit peu mieux les partenaires. J'abandonne pas trop sur l'idée de Sacha Boey qui a que 23 ans, sans dire forcément qu'il doit être défenseur droit titulaire pour la saison 2024-2025. Il y a quelque chose à faire pour lui parce que Mazraoui va partir. Ça semble très très clair. Là sur Transfermarkt, vous avez la probabilité de transfert 88% apparemment du Bayern à United. Ça semble très proche de se faire. Je sais pas, pour moi c'est un joueur assez utile aussi parce qu'il peut dépanner à gauche. On l'a vu saison dernière jouer latéral gauche avec la blessure de Davies. Et surtout, si Mazraoui part, si Kimmich part parce qu'il est en fin de contrat 2025 ou moi je pense pas que Kimmich va partir. Je pense qu'il va rester, mais qu'il va jouer milieu. Parce que c'est ce qu'on a vu contre Tottenham, premier match de préparation là contre une vraie équipe du Bayern. Hop. Pardon, où est-ce qu'elle est la composition? Là. Il était ici. Il était titulaire aux côtés de Pavlovic dans le 4-2-3-1. Apparemment, sa prolongation a des conditions salariales avantageuses pour le Bayern, un salaire réduit. Il en aurait discuté et ce serait conditionnel au fait d'être replacé dans sa position préférée, celle de milieu central, double pivot. Donc, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire dans cette zone pour le Bayern. Avec Mazraoui qui est sur le départ, avec Kimmich peut-être repositionné, ou sinon en instance de départ aussi. Et seulement Sacha Boey. Il y a peut-être quelque chose à faire encore. Après, Stanisic peut dépanner aussi. Ça donne un petit peu plus de profondeur et de flexibilité là. Mais peut-être que juste Boey Stanisic, c'est un petit peu léger à droite. Voilà en gros à quoi ressemble la situation défensive du Bayern. Le petit gars que j'ajouterais, c'est lui. Adam Aznou, un latéral gauche international espoir marocain. Est-ce que j'ai son visage pour vous le montrer? Juste là. Qui est très bien coté, que les observateurs adorent, qui joue pour l'instant dans la réserve du Bayern, et qui est venu de la Masia il y a 2 ans. Ça m'a interpellé parce que quand j'ai regardé les images du match de pré-saison l'autre jour contre Rotar Egern, là, l'équipe à laquelle le Bayern met toujours 27-0 ou 14-1 là en l'occurrence. Ok, vous voyez, c'est le premier auquel Compagnie est venu parler et ils ont pas mal discuté ensemble. On sent en Compagnie qui a été pris aussi pour encadrer cette nouvelle jeunesse, vraiment faire développer, faire croître ses talents.
Et j'imagine qu'un Bayern qui réussit sa saison, c'est un Bayern qui se sera appuyé, au moins ponctuellement, sur sa jeunesse. Parce qu'il y a vraiment des petits talents très très intéressants qui poussent. Le premier donc dont on parle dans cette vidéo, à part les gardiens que j'ai vite mentionnés, c'est celui-ci, c'est Adam Aznou, qui est un petit joueur à suivre, qui pourrait voir du temps de jeu se dégager potentiellement. Ouais, quelques minutes par-ci par-là, à surveiller, je dirais. Au milieu de terrain, ok. Alors au milieu de terrain, on a parlé potentiellement du repositionnement de Kimmich. Peut-être que Guerrero peut dépanner aussi de temps en temps un cran plus haut. Mais les milieux qu'on connaît, c'est Goretzka, Leimer, Palinha, qui a été pris, et Pavlovic, je dirais, sur les milieux reculés. Des situations très différentes, très très différentes pour les quatre. Dans l'ensemble, quand même, pas mal de talent dans cette zone. Je dirais que c'est une des zones de force de ce Bayern. Goretzka doit partir. Goretzka, il lui reste 1 an de contrat. Il peut sans doute encore aller chercher un petit peu de valeur sur un transfert. Et il coûte si cher. Ici, 18 millions annuels pour un gars dont le rendement est vraiment en chute libre depuis quelques temps, un des moins bons joueurs du Bayern. Mais à 18 millions annuels, pas sûr que tu retrouves une situation salariale aussi avantageuse ailleurs. Je pense que personne ne lui proposera autant. Il lui reste 1 an de contrat, pour un footballeur, c'est le rêve. Derrière, tu peux partir libre, choper une grosse prime à la signature. Je pense qu'il se plaît bien à Munich, en Allemagne, dans son pays. Donc, bon, le Bayern voudrait s'en séparer, quasi sûr. Et je suis pas sûr qu'il parte pour autant. Donc ça, c'est un petit peu la situation. Par contre, j'ai vu des petits liens compagnie Goretzka dans pas mal de vidéos. Peut-être qu'il peut en faire quelque chose. Toujours intéressant avec un nouveau coach. Mais voilà, pour l'instant, je dirais que c'est pas l'option numéro 1 pour être titulaire. Quand tu as potentiellement Kimmich, quand tu as la très très belle histoire de la saison dernière, bien sûr Alexander Pavlovic. Alors ça c'est la grande réussite du Bayern 2023-2024. Il était, à l'heure où on se parle, si on fait pile il y a un an, 1er août 2023, il était coté à 200K dans la réserve du Bayern. Il a explosé avec une deuxième partie de saison où il a beaucoup joué. Il est aujourd'hui à 30. 30 millions pour Alexander Pavlovic, qui est un top prospect, qui a seulement 20 ans. Et au milieu de terrain, tu peux l'associer à Kimmich, tu peux l'associer à Konrad Leimer, que je trouve un petit peu sous-coté. Et alors, c'est pas top talent, mais j'ai souvenir de son match contre le Real Madrid, par exemple, à l'aller à l'Allianz Arena, où il avait été top. Et ensuite, bien sûr, il y a Joao Palinha, qui vient d'être pris pour une 50aine de millions. C'est un peu cher, je pense. Et ici, Joao Palinha, à 29 ans, c'est peut-être un petit peu cher. Mais c'est un transfert que le Bayern voulait faire depuis un moment. J'ai vu déjà dans le match contre Tottenham des instances où son activité, son agressivité, très très bien, des ballons récupérés avec beaucoup de hargne. Je pense que c'est quelque chose dont ce milieu bavarois a besoin. Et ça peut être un complément vachement intéressant d'un Pavlovic. Même Leimer, c'est très très agressif tous les deux. Donc je pense que c'est plutôt l'un ou l'autre. Mais Leimer, c'est plus de la pression haute. C'est chassé. Palinha, c'est verrouillé. Et très très agressif aussi. Mais en tant que sentinelle là devant ta défense, tu protèges bien ton axe. Donc j'aime bien. C'est des profils assez complémentaires. Palinha, Pavlovic, Kimmich. Comme on a dit, plutôt une zone de force du Bayern. On arrive au MVP, un cran plus haut, Jamal Musiala. Si on est effectivement dans un 4-2-3-1, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Dans l'axe, il est tellement bon. C'est le MVP du Bayern, c'est le joyau de la couronne bavaroise. Il sort d'un très très gros euro, franchement. Si l'Allemagne va au bout, il est élu meilleur joueur de l'euro. C'était le meilleur joueur allemand. Contre l'Espagne, personne n'avait trouvé la solution à part faire faute et prendre 3 jaunes. Tu peux le faire jouer des deux dans les deux zones. Amis bavarois, je pense que vous avez une préférence. Mais là, vu que la seule solution de repli pour l'instant, véritablement, c'est Thomas Müller, je pense que son poste dans un 4-2-3-1, ce serait plutôt à gauche. Thomas Müller, c'est intéressant aussi, parce qu'il a l'air de se satisfaire d'un rôle de doublure. Il lui reste 1 an de contrat, comme on a dit. Franchement, je trouve qu'il prend plutôt bien le virage de son âge avancé, tout en ayant quand même beaucoup joué. Franchement, si on regarde par nombre de minutes, de matchs joués en Bundesliga la saison dernière, 31 matchs joués sur 34 possibles, il n'y a que Kane qui avait fait plus. Alors, en minutes, il n'est même pas dans le top 10, mais tout ça pour dire qu'il a vraiment été le super sub. Beaucoup d'entrées, des 10, 15, 20 minutes en fin de match. Ça, c'était le rôle de Thomas Müller. Et t'es content d'avoir un représentant de ton identité, un garant de la force, l'ADN Bayern dans le vestiaire, puis même pour dépanner sur ce poste. Je trouve Thomas Müller, le garder encore 1 an,
C'est très bien pour le Bayern. Derrière, on a beaucoup de petits jeunes qui poussent au milieu de terrain. Alors, j'ai Noël Aseko Nkili, un milieu défensif de 18 ans qui est coté là pour l'instant à 750K quand on regarde sur l'équipe réserve du Bayern. Et c'est pas mal, ça fait partie des joueurs si on peut les classer par valeur marchande. Hop. Il est ici. À 750K, 18 ans. Un vrai joueur à surveiller. Comme l'est aussi donc Adam Aznou dont on a parlé. Javier Fernandez, un Espagnol. Là, 17 ans. Pareil, milieu central, on va dire. Donc un petit prospect. Est-ce que quelqu'un peut émuler la trajectoire Pavlovic qui, lui, il y a un an sur Transfermarkt, en tout cas, en valait que 200. Fernandez, Javier Fernandez, c'est déjà 1,5. On a un milieu offensif. Il n'y a pas beaucoup de minutes forcément à prendre derrière Musiala. Mais le petit Danois Jonathan Aspiensen, qui est évalué à 1,3. Et j'ai vu des minutes en pré-saison aussi d'Adin Lissina, qui est un Allemand monténégrin, si je me souviens bien. Alors lui, pour l'instant, il n'a même pas encore de valeur associée. À 18 ans, là. Mais franchement, ce qu'il montre est très très intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire, il y a beaucoup de petits jeunes qui poussent. Et je les ai inclus là parce qu'on essaie de faire le tableau le plus complet. Je ne sais pas combien de minutes se partageront cette saison exactement Aspiensen, Lissina, Aseko Nkili, Fernandez, Aznou. Mais c'est 5 potentiels petits cracks. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui percent et qui vivent une trajectoire à la Pavlovic pour renforcer significativement le Bayern et avoir voilà, une valeur marchande aussi qui sort de nulle part pour régler ce moment économique qui n'est pas le plus évident pour le Bayern. Ça peut être une possibilité. Enfin donc, on a le secteur offensif. Alors là, à une époque, c'était effrayant les possibilités qu'avait le Bayern. Maintenant, je suis moins séduit. Kingsley Coman, sur le papier, j'adore. Pour moi, le potentiel pour être un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga. Quand tu peux l'avoir, c'est génial. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas vraiment compter sur lui. Ça, c'est son historique de blessures. Il y a 3 pages. Et surtout, il y a 5 lignes en 2023-2024. Ouais, il a très peu joué. Avant ça, 2022-2023, 2021-2022, c'était une catastrophe. Ouais, j'adore Coman, mais c'est quasiment plus un joueur de foot. C'est terrible à dire. Si on classe par minute, là, joué en Bundesliga, il est même pas dans le top 15. Il est ici avec à peine plus de 1000 minutes disputées. Donc tu peux pas partir, en tout cas, quand tu fais ton tableau d'effectifs comme ça. Tu peux te dire, ouais, sur un 11, s'il est remis là pour mon quart de Champions, peut-être je le mets titulaire. Mais quand tu fais ton tableau d'effectifs et que tu te projettes sur toute la saison, tu peux pas le mettre très haut dans la hiérarchie parce que tu sais qu'il va rater des matchs. C'est devenu une réalité. Il y a Serge Gnabry. Niveau salaire et situation contractuelle, il est un peu dans la case Goretzka. C'est le 2e G. Il a 29 ans aussi. Il est en fin de contrat en 2026, il me semble. Si on va checker là, hop. Goretzka, c'est 2026 et Gnabry, c'est 2026. Et ils sont payés quasiment exactement la même chose. 18 millions pour Goretzka, à peu près 19, un peu moins que 19 pour Gnabry. Et c'est 2 joueurs qui sont vraiment très décevants depuis quelques années. Si c'est possible de s'en séparer, il faut le faire, mais je ne sais pas qui va aller chercher Gnabry, et je ne sais pas si un Allemand de 29 ans qui touche quasiment 20 millions par an dans un club de calibre champion serait très chaud pour aller relever un défi ailleurs. À voir, il reste encore du temps au mercato. Ce serait... ouais, pour Christoph Freund, je pense que c'est Max Eberl, je pense ce serait le rêve. Tu te réveilles un jour et tu as une belle offre pour Serge Gnabry. Surtout qu'il lui reste encore 2 ans à payer un salaire à 20 millions annuels. Mais ouais, en l'état, pour moi, Coman, Gnabry, c'est 2 options sur les ailes. Gnabry a été testé en pointe, mais ça marche pas. C'est 2 options qui n'ont pas vocation à être vraiment titulaires. Coman, si c'est possible, ouais, mais voilà, comme on a dit. C'est pas forcément le cas non plus de Bryan Zaragoza, qui est un joueur à suivre, 22 ans, qui a été pris mercato hivernal dernier, en provenance de Grenade. Un prêt avec option d'achat, donc il a passé les 6 derniers mois au Bayern, et là, ça s'est transformé en transfert définitif pour Bryan Zaragoza, qui a 22 ans, 1m64, petit ailier de poche. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, je le connais beaucoup trop mal, il a joué à peine 200 minutes en Bundesliga la saison dernière, et une seule titularisation pour lui. Donc c'est dur de dire ce que ça vaut, c'est pas un titulaire en puissance, c'est une option, comme peut le devenir Désiré Doué. Et ça, c'est un gros chantier pour le Bayern au mercato. On va voir sur les prochains jours. On parle d'une offre à 55, le Rennes qui en voudrait 60. Le Bayern semble avoir pris une petite longueur d'avance sur le dossier. Si tu fais Désiré Doué, pour moi, c'est quasiment ton titulaire à gauche.
Et avec Doué, Musiala, Michael Olise, qui a été recruté en tout début de mercato, comme Palhinha. Franchement, dans ce 4-2-3-1, là, ça commence vraiment, vraiment à ressembler à quelque chose. Doué est flexible, peut aussi être une doublure de Musiala dans un rôle plus offensif, plus central, je veux dire. Si Coman est fit, c'est peut-être même Coman le titulaire dans quelque chose comme ça. Coman peut jouer à droite aussi, bien sûr. Gnabry, on l'a mis à gauche, j'imagine ça peut être à droite aussi, c'est des ailiers assez flexibles. Mais, ouais, Doué, Musiala, Olise, excellente prise, superbe acquisition. Le petit problème avec Michael Olise, dont on a beaucoup parlé dans les dernières années sur la chaîne, donc je vais pas faire trop de trucs là-dessus, mais Michael Olise, problème, il fait les JO en ce moment, donc il fait pas la pré-saison avec le Bayern. Ces JO se passent bien, on verra ce soir contre l'Egypte, mais il fait pas la pré-saison avec le Bayern, donc peut-être qu'il va arriver, va avoir besoin d'un petit moment de montée en puissance, même de repos tout court. Sané derrière est blessé. Il a été blessé une grande partie de 2024 et il s'est fait opérer en juillet. Donc ça, c'est sa situation. Il est aussi en train de rater la pré-saison donc, du Bayern. Sané, c'est toujours très compliqué. Il y a des moments où il peut avoir des gestes de lumière comme son but contre le Real là, en demi-finale de Champions. Mais... ouais, c'est... Olise le titulaire pour moi dans mon esprit. Là, avec cette recrue que tu viens de faire pour une 50aine de millions... Olise, Musiala, Doué, comme on a dit. Un joueur qui m'intéresse pas mal. Où est-ce qu'il est ici? Nestori Irankunda. Ça, c'est un gars, un Australien tanzanien, qui a été recruté. Pour l'instant, je le vois là dans l'effectif du Bayern 2, ici. Qui a été recruté à Adélaïde. Je suis allé voir ses actions. C'est un petit ailier de, il me semble, 1m75. Ailier droit, droitier. Il a un marteau à la place du pied. Il plante des coups francs. Il en a marqué 2 avec Adélaïde la saison dernière en A-League. Et juste une frappe de balle terrifiante. Boum. Tellement pure. C'est un profil assez atypique. Et ouais, je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir. Avec Olise, forcément, pas beaucoup de minutes prévues. Mais avec la blessure de Sané en début de saison, on sait jamais. Et j'ai vu Compagnie beaucoup lui parler aussi sur le stage de pré-saison. Donc ça, c'est une petite histoire à suivre. Le petit Nestori Irankunda. Je peux vous mettre sa photo pour vous gravier un petit peu plus son visage. Voilà, c'est lui. Né à Kigoma en Tanzanie. Australien, international australien, 2 matchs, 1 but. L'Australie qui a des petits talents qui poussent. Hein. Le Garang Kuol aussi, dont on parlait l'année dernière. Et Nestori Irankunda, il a marqué, je crois, à 15 ans et 295 jours. Le but le plus jeune de l'histoire de la A-League. Le pas est costaud entre la A-League et le Bayern. Il aura peut-être surtout ça a surtout joué au Bayern 2 cette saison. Mais parmi ces petites pépites qui poussent, on a parlé de Aspiensen, Lissina, Fernandez, Aseko Nkili. Irankunda, c'est vraiment un gars à suivre. Il y a d'autres jeunes qu'on connaît depuis un plus long moment. Arion Ibrahimovic et Gabriel Vidovic. Le futur de Vidovic, je ne sais pas s'il s'inscrit au Bayern. Il y a des offres apparemment de Brest, l'attention de Francfort aussi. Et lui, c'est ailier gauche. J'ai vu qu'il a été titulaire l'autre jour contre Tottenham sur un poste de buteur, d'avant-centre. Hop, juste là. Il a marqué, mais ouais, je suis pas forcément convaincu par sa capacité à prendre des minutes significatives la saison prochaine. Il veut pas de prêt, il veut pas un nouveau prêt. Donc il est possible que le Bayern le vende. Si je devais absolument miser là-dessus, je dirais ça. Parce qu'en pointe et sur les côtés, il y a du monde. En pointe, il y a bien sûr Harry Kane. On verra combien de saisons supplémentaires il fait au Bayern, ça m'intéresse, de haut niveau. Parce que un gars qui t'en plante 36 pour sa première année, c'est pas mal. Il a un style qui semble résister au temps, mais en même temps, son euro a été tellement décevant. Statistiquement, ça va, il a marqué ses 3 buts. Mais dans le jeu, bon, tous ceux qui l'ont vu, voilà, c'est pas pour rien qu'il sortait à l'heure de jeu, remplacé par Watkins. C'était pas très bon Kane à l'Euro 2024. Petit point d'alerte là-dessus. La bonne nouvelle pour le Bayern, je trouve, quant à Mathys Tel derrière, qui a seulement 19 ans, qui s'est intégré vitesse grand V en Bavière. Peut-être tu peux dire, ouais, un prêt pour lui donner plus de temps de jeu. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il va y avoir des minutes à prendre progressivement derrière Kane. Il peut jouer aussi à gauche, il peut aussi jouer sur l'aile. Il peut jouer, je pense, sur la droite aussi. Je crois que c'est là qu'il jouait sur son match de pré-saison contre Tottenham. Non, il était à gauche, voilà. Et Gnabry à droite, Müller dans l'axe. Franchement, la chance qu'a le Bayern, c'est d'avoir
tous les petits jeunes là dont on a parlé bien sûr, mais surtout des gars qui ont déjà percé l'écran. Mathys Tel, 19 ans, Alexander Pavlovic, 20 ans, Jamal Musiala, 21 ans, qui est déjà une superstar. Mais ouais, quand je vois par exemple sur une des vidéos de pré-saison, le Bayern bien sûr est allé à Séoul pour jouer contre Tottenham, le coréen contre coréen avec Kim Min-jae, et que je vois Pavlovic et Mathys Tel qui sont vraiment poussés sur le devant de la scène médiatique, on sent la direction qui est en train de prendre ce nouveau Bayern. Et compagnie, je pense, c'est une idée qui va avec ça. C'est quelque chose qui me rend très très curieux, un nouveau Bayern des jeunes. Et je dois dire quelque chose qui me rend assez optimiste. Il y a vraiment des petites pousses intéressantes. Et voilà, à eux deux, c'est même pas 39 ans. Et à eux deux, ils ont l'âge de Neuer quasiment. Donc ouais, Pavlovic, Tel. Il y a un autre petit gars, alors je le connais pas, mais Koussi Assaré, c'est un avant-centre qui est parmi les joueurs les mieux cotés de l'académie. Juste là, Jonah Koussi Assaré. Alors il y a une petite blessure en ce moment, mais suédois, ghanéen. Tout ça pour dire, quand on se dit que Pavlovic, à la même heure, au même jour l'année dernière, était coté à 200K, et qu'on voit tous les petits gars du centre de formation bavarois ou de post-formation qui arrivent derrière, je pense que ça a de quoi rendre assez optimiste. L'effectif n'est pas fini. Pour moi, il y a encore une prise à faire en défense centrale, sans doute latéral droit, ça pourrait être assez utile, surtout si Mazraoui part. Et ouais, le dossier Doué, ce serait intéressant de le boucler pour continuer dans cette optique de renouveler le Bayern, tout simplement. Doué 19 ans, Tel 19 ans, Musiala 21, au lycée 22, Pavlovic 20. On sent un club qui réfléchit à son avenir parce que ouais, Kane, c'est 31 ans, Neuer comme on a dit c'est 38, Müller c'est 35, c'est des fins de contrat 2025, Kimmich c'est quasiment 30, c'est 28, 29, un truc comme ça. C'est tous ces gars-là, tous ces mecs qui ont fait la légende du Bayern, l'histoire récente. Bah ouais, il faut commencer à les remplacer. Et ça va aussi permettre d'alléger les finances du Bayern. Parce que quand bien même tu t'achèterais certains Désiré Doué 60 millions, niveau salaire, les jeunes ça coûte tellement moins cher. Comme on a dit, on le voit avec un Mathys Tel qui est là à peu près à 5 millions, Sacha Boey 3. Ouais, ça te laisse de la place. Et c'est sans doute le chemin à suivre pour ce Bayern. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que la saison qui arrive, elle a rarement été aussi intéressante, je trouve, en Bundesliga. Il y a l'objectif d'aller reconquérir le titre face à Leverkusen, qui n'a pas se laisser faire, qui fait un bon mercato aussi, qui part sur des bases solides. Il y a cette nouvelle Champions, je dirais, avec cette nouvelle formule, la phase de ligue à 36, je pense qu'il y a un peu des points de crédit à prendre en tant que club, d'être un de ceux qui performent le mieux dans la première édition de cette nouvelle formule. Si tu fais la course en titre, là, pendant plusieurs semaines, t'es premier sur 36, je sais pas, c'est la classe quand même. Et le Bayern, non seulement a cet objectif-là, comme tous les autres grands clubs, le Bayern va vivre dans cette phase de ligue des rencontres à énorme exposition, parce qu'il y aura forcément 2 matchs, comme on l'a dit dans notre vidéo, 2 matchs contre d'autres équipes de chapeau 1. Donc ça aussi, ça va être très excitant. Et après, bien sûr, où est-ce qu'elle se joue la finale de Champions ? En 2025, c'est à l'Allianz Arena, c'est à la maison, comme en 2012. Avec l'objectif d'aller en finale, de la gagner cette fois. C'est une belle idée pour ce Bayern 2025. Et tout ça, bien sûr, le troisième objectif, je dirais, en jouant un football convaincant. C'est aussi l'idée derrière compagnie. Ça fait des exigences fortes, hein. Ça fait des exigences maximales pour Vince. En même temps, t'arrives au Bayern, tu t'assois sur le banc du Bayern. Un titan comme le Bayern, ça va jamais être moins que ça. Un défi immense, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que ça attaque très fort avec, dès la 5e journée, 28 septembre, Leverkusen, réception du champion en titre. Et il y a aussi quelques moves de mercato à boucler, comme j'ai essayé de le montrer. Voilà pour cette preview. Pareil, on aura fait donc 45 minutes, exactement comme pour le Barça, pas de jaloux. Et on va poursuivre, comme on a dit, avec plein d'autres clubs qui ont changé de coach. On fera aussi plein de clubs qui n'ont pas changé de coach. Cette saison 2024-2025 promet. Prenez soin de vous les potes, merci d'avoir été là, en vidéo, en podcast. Je pense que ces vidéos, elles sont aussi bien digestes en podcast. 45 minutes, que vous soyez dans les transports, à la salle, dans plein de contextes où on peut se brancher juste 45 minutes d'audio et réviser un petit peu son foot
Je sais que c'est pas la période la plus fast pour le foot, même si là on joue une demi de JO. Peut-être j'en parle demain. Et la finale, c'est sûr, on l'analyse si la France y est. Mais ouais, moi ça me fait kiffer de préparer ma saison et j'espère que vous aussi. Prenez soin de vous les potes, passez une excellente semaine et on se dit à demain. Bisous.